Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre pour cette 11e édition du 3 questions 1 et aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir Angélique Delahaye qui est maraîchère et présidente de Solal qui est une association qui facilite le don de produits alimentaires auprès des agriculteurs. Bonjour Angélique, comment allez-vous? Bonjour, merci de cette invitation en tous les cas. Ah ben non, c'est nous qui vous Ravi d'être remercions avec vous. de nous avoir accordé un petit peu de temps. Alors justement, le fait que vous travaillez quand même pas mal sur les questions de dons alimentaires, etc. Solidarité alimentaire, c'est un terme qui nous tient aussi un peu pas mal à cœur à Deux Mal à Terre. On avait quelques questions à vous poser par rapport à tout ça. Et la première, en fait, des questions qu'on a envie de vous poser, qui est un peu générale, c'est est-ce que nos habitudes alimentaires ont évolué et si oui, comment est-ce qu'elles ont évolué? Alors oui, nos habitudes alimentaires ont fortement évolué. Il suffit de reprendre les statistiques de l'INSEE pour s'apercevoir que le budget des ménages en 1960 consacrait 35% de ses moyens à l'alimentation contre à peine 20% en 2014. Donc c'est dire que aujourd'hui, pour avoir un budget conséquent, eh bien, on a vu ces dernières années, et c'est pas la productrice que je suis qui vous démentira, une course effrénée à la baisse des prix alimentaires. Et tout ceci a, à mon sens, concouru à une chose, c'est à faire perdre de la valeur intrinsèque à ce que l'on accorde de ce qui est dans nos assiettes, j'allais dire tous les jours. Et je crois qu'un des enjeux des années à venir, ça sera de redonner de la valeur à l'alimentation, et la période est, j'allais dire, plutôt propice à ça, et on pense que dans le sujet qu'on va aborder, il y a là quelques clés à actionner pour redonner de la valeur à notre alimentation. Il y a aussi dans ce panorama une chose certaine, c'est que il y a une perte des savoir-faire culinaires et de cette transmission des savoir-faire culinaires d'une génération à l'autre. Alors, je suis une femme, donc je peux le dire avec beaucoup plus de facilité. Les femmes s'étant mis à travailler, il y a eu beaucoup moins de temps consacré à faire la cuisine en famille, comme moi j'ai pu la faire avec ma mère qui était à la maison parce qu'on était une famille nombreuse, ou ma grand-mère qui m'a appris un certain nombre de choses en cuisine. Et on s'est beaucoup plus tourné pour une question de gain de temps, parce que on continue à avoir des enfants, heureusement d'ailleurs, parce que falloir payer les retraites. Eh bien, on s'est tourné vers les plats préparés, vers les produits transformés, ce qui nous a conduit à inexorablement une perte de nos savoir-faire et une augmentation du prix moyen du kilo consommé. Donc, je crois que aujourd'hui, face à des exigences des consommateurs qui sont croissantes, ils veulent de plus en plus savoir comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, avec quoi. Il y a une espèce d'image un peu d'une agriculture romantique, où on fantasme un petit peu la façon dont les choses sont produites, et on a une exigence en pointant du doigt les méthodes des agriculteurs sur tel ou tel usage, sur telle ou telle façon de travailler. Puis on a aussi une contradiction et un paradoxe dans l'attitude du consommateur. Enfin, moi, je le constate régulièrement pour faire mes courses. Dans un rayon de supermarché, le consommateur ne prendra même pas un pamplemousse parce que la peau est tachée. Par contre, il est prêt à prendre tous les produits mal formés sur un marché de plein vent au motif que voilà, il y a un petit producteur qui va lui vendre le produit, et donc forcément, c'est bien. Donc il y a une espèce de schizophrénie chez le consommateur en fonction du lieu où il se trouve face aux produits qu'on lui propose. Il faut que tout soit passé en grande surface, et il peut tout se passer sur un marché de plein vent, quoi. Voilà. Ok, donc on va retenir effectivement par rapport à ces évolutions, donc déjà une évolution du prix, une évolution des savoir-faire par rapport à notre alimentation, et puis une attente qui s'est orientée différemment
de la part du consommateur par rapport à son souhait de savoir davantage ce qu'il a dans son assiette et la manière dont c'est produit, d'où ça vient, etc. Donc effectivement, on voit bien que les habitudes alimentaires ont évolué. Ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, dans les commentaires, et Angélique Delahaye y répondra certainement avec beaucoup de conviction. Par rapport à ces questions d'habitudes alimentaires, il y a un point, nous, qui nous intéresse, et donc ce dont je parlais en introduction par rapport à la solidarité alimentaire. Et du coup, on a envie de savoir, selon vous, si le contexte que nous connaissons depuis près d'un an maintenant, est-ce qu'il a révélé des comportements de solidarité alimentaire que nous ne connaissions pas ou peu jusqu'alors, selon vous? Ça dépend de qui on parle. Si on parle des agriculteurs, cette solidarité, pour moi, en tous les cas, pour ce que j'en connais, elle fait partie de l'ADN des agriculteurs. Enfin, j'en veux pour preuve, on va rarement en visite dans une exploitation sans repartir avec des produits. Moi, régulièrement, quand je reçois, je donne les produits de saison, ne serait-ce que pour que les gens puissent constater qu'il y a une promesse dans l'échange qu'on a eu sur la qualité des produits qui sortent de nos exploitations. Mais en même temps, il y a eu une vraie prise de conscience de la société dans sa grande majorité, que l'alimentation, ça ne pouvait plus être juste qu'une variable d'ajustement. Et face à cette précarité alimentaire qu'on voit augmenter, enfin il suffit d'allumer la télévision, d'ouvrir la radio ou d'ouvrir un journal pour qu'on nous parle des étudiants qui n'arrivent pas à faire 3 repas dans la journée, d'un certain nombre de populations qui faisaient des petits boulots, je ne sais pas si on doit le dire comme ça, mais des travaux précaires et qui, de fait, ont perdu ce complément de revenus qui leur permettait jusque-là de tenir. Et on a une demande croissante de la part des associations d'aide alimentaire depuis le premier confinement. Alors, premier confinement qui a été un moment extrêmement particulier, on n'a pas revécu cet événement depuis, puisque là, ça a complètement chamboulé tous les circuits de distribution habituels. On a des productions qui se sont retrouvées sans débouchés. Alors après, les choses se sont réorganisées, mais là, on a eu un afflux important de propositions de dons, mais globalement, une grande partie des producteurs qui ont donné à ce moment-là ont continué à donner. Alors pas parce qu'ils avaient forcément des invendus, mais parce qu'ils ont pris conscience qu'effectivement, il se passait quelque chose dans la société française et qu'on avait entre nous un devoir de solidarité alimentaire. Et chez les agriculteurs, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant. D'accord. Donc le producteur avait déjà ça dans ses gènes et il continue à avoir cette perspective-là. Du point de vue des associations d'aide alimentaire et des consommateurs, il y a une prise de conscience aussi, et notamment parce que il y a une précarité alimentaire qui s'est installée. Donc effectivement, la logique de solidarité, malgré tout, elle s'installe. Peut-être pas aussi vite que ce qu'il faudrait, mais en tout cas, on a au moins le constat que il y a un élan qui est là et qui permet de répondre malheureusement aux besoins qui sont grandissants, surtout en période telle qu'on la connaît actuellement. Et donc le troisième sujet que l'on a envie de vous poser aussi, vous qui travaillez sur ce sujet-là depuis longtemps, et pour tout un chacun qui nous regarde, qui nous écoute aujourd'hui ou plus tard après en replay, comment chacun à son niveau peut-il contribuer à cette solidarité alimentaire, que l'on soit en période de crise sanitaire ou que l'on soit en période entre guillemets normale? Comment chacun peut s'y prendre? Ça fait effectivement un petit moment qu'on y travaille chez Solal, parce que même si l'année 2020 on a constaté plus de 80% d'augmentation de volume de dons.
nous, on travaille toute l'année. Hein. Les collaboratrices se relaient 365 jours par an. On peut prendre son smartphone ou l'application Solal sur son ordi et faire un don. Hein, j'allais dire, c'est aussi simple qu'un clic. L'application qu'on a développée a été faite avec des agriculteurs, pour des agriculteurs et testée par des agriculteurs de façon à ce que les choses soient le plus simples possible. Et moi, je le dis souvent, j'en ai un à la maison qui teste régulièrement parce que quand il est dans les ventes et que ça marche mal et qu'il y a des invendus, faut surtout pas que le don soit un problème supplémentaire. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que tout soit fluide. Et là, pas plus tard que tout à l'heure, entre deux portes, il m'a dit, j'ai 400 kilos d'endives, débrouille-toi. Voilà. Et ben, j'ai pris l'application de Solal, j'ai qualifié mon don en moins de 30 secondes, mon don était fait, était parti, et j'aurai demain matin une réponse de Solal me disant, ben voilà, c'est tel jour à telle heure que les produits seront pris en charge. D'accord. Voilà. C'est vraiment simple comme un clic, ce don sur Solal. Et d'ailleurs, je voudrais à cet instant remercier les adhérents de Demain la Terre qui, depuis notre création, ont beaucoup donné, hein, puisqu'ils ont donné plus de 150 tonnes de produits, ce qui n'est pas rien, hein, et je voulais les remercier de leur générosité. Ok, bah écoutez, je pense que ils seront ravis d'entendre ça. Comme vous le disiez si bien tout à l'heure, ça fait partie de l'ADN aussi des producteurs, hein, d'avoir cette solidarité-là. Donc, il vaut mieux donner que de jeter, ça c'est clair. Et ça permet d'éviter des situations que l'on n'a pas envie de connaître, à devoir mettre à la poubelle des produits qui sont tout à fait consommables, mais qui pour différentes raisons ne peuvent pas forcément passer dans des circuits de commercialisation traditionnels. Donc, il vaut mieux donner. Et justement, à cet instant, je pense à une chose, parce que beaucoup de collègues y sont confrontés, les refus d'agréage. Ça nous arrive tous à un moment ou à un autre d'avoir un retour d'une plateforme de distribution. Et là, c'est pareil, Solal est en lien avec plus d'une centaine de plateformes de distribution. Donc, il suffit juste que l'opérateur, le commercial ou l'assistante commerciale prennent l'application smartphone et disent, voilà, à tel endroit, j'ai tel type de produit et Solal se charge de le faire distribuer aux associations d'aide alimentaire à proximité. Ça aussi, c'est une vraie plus-value et ça donne droit, il n'y a pas de tabou là-dessus, hein, ça donne droit à une exonération fiscale de 60% comme n'importe quel don. Et ça, on y tient particulièrement à Solal, même si je sais qu'en fruits et légumes, le prix du kilo n'est pas très important. C'est les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Tout à fait. Eh ben, écoutez, j'espère que le message est bien passé auprès des agriculteurs et agricultrices qui nous auront suivis aujourd'hui et plus tard. Merci beaucoup, Angélique, de votre disponibilité et du regard que vous avez pu porter sur cette question de solidarité alimentaire. Demain la Terre est partenaire de Solal, comme Angélique vient de le dire, depuis plusieurs années. On a des producteurs qui passent par Solal pour donner, il y en a d'autres qui passent par d'autres réseaux en local. Peu importe, l'idée c'est surtout d'arriver à du don pour ce grand élan de solidarité alimentaire, justement. Merci beaucoup, Angélique. Merci à vous et excellente Avec fin de journée. plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.